8 mai 1945. Enfin, la nuit se déchire. Les peuples fêtent la victoire sur l'Allemagne nazie. Depuis le débarquement sur les côtes de Normandie, en juin 1944, il aura fallu près d'une année aux Alliés pour gagner la guerre. Onze longs mois de combats acharnés et cruels pour planter le drapeau rouge au sommet du Reichstag. Onze mois de peur et d'espérance. 11 mois interminables pour abattre un Reich qui s'était promis de durer 1000 ans. Ces 11 mois, les plus meurtriers de la guerre, ont laissé une cicatrice éternelle dans les cœurs et dans l'histoire. Été 1944. Depuis près de 5 ans, l'Europe en guerre attend sa libération. Le 6 juin, le vent de la liberté souffle enfin sur les plages normandes. Le soir même du jour le plus long, plus de 150 000 soldats sont à terre. Le 1er juillet, près d'1 million d'hommes combattent en Normandie. Les Anglo-Américains ont la maîtrise du ciel. Ils détruisent systématiquement les infrastructures qui servent aux Allemands. Tous leurs convois de renforts sont mitraillés. Même le maréchal Rommel, le chef des forces allemandes en Normandie, est blessé lors d'une attaque aérienne. Dans les rangs allemands, une blague circule. Si tu vois un avion blanc, c'est un Américain. Si tu vois un avion noir, c'est un Anglais. Si tu ne vois rien, c'est la Luftwaffe. Pourtant, rien n'est encore gagné. Les Allemands résistent avec acharnement. Le général anglais Montgomery espérait prendre la ville de Caen en 48 heures. Il lui faudra près de 6 semaines et des tapis de bombes qui ravageront la cité. Dans la dernière semaine de juillet, enfin le front cède. Les Américains réussissent à percer dans le Cotentin. Les troupes libèrent la Bretagne, tandis que le fougueux général Patton, de la 3e armée américaine, libère ville sur ville et fonce vers l'Est. La libération de l'Europe occidentale commence enfin. L'ouest de la France est dévasté. Les populations sont amères. Mais après 4 ans sous la botte allemande, l'espoir renaît. L'heure est à la confiance. L'Allemagne, nous y entrerons comme dans du beurre, lâche les proches du général Eisenhower, le commandant du théâtre occidental. Au même moment, sur le front Est, une immense offensive se déroule. Staline, le maître de la Russie, a déclenché l'opération Bagration. Son objectif, s'emparer de la Biélorussie. Son but, ouvrir la route de Varsovie, qui commande l'accès à Berlin. L'armée rouge avance alors comme un rouleau compresseur, balayant tout sur son passage, sur un front large de 1000 km. Plus d'1 million d'hommes, 4000 chars, 25 000 canons et 5000 avions s'élancent sur l'ennemi. Rien ne les arrête. Le maître du Kremlin a le sens de l'histoire.
Staline a attendu le 22 juin pour lancer son offensive. Hitler avait attaqué la Russie 3 ans auparavant, jour pour jour, le 22 juin 1941. Sur ce front, les soviétiques volent de victoire en victoire. Hitler a ordonné à ses généraux d'appliquer la stratégie des forteresses, se retrancher dans quelques places fortes pour contenir l'adversaire et l'obliger à livrer de longs et sanglants combats. En imposant en 1940 une guerre de mouvement, Hitler avait une guerre d'avance. En figeant ses généraux dans les citadelles, le Führer a désormais une guerre de retard. Car les soviétiques encerclent les villes et attendent qu'elles tombent comme des fruits mûrs. Vitebsk, Orsha, Mogilev, Bobrousk, Minsk. Les villes de Biélorussie sont reprises une à une. Vassili Grossman, correspondant du journal de l'armée soviétique L'Étoile Rouge, note: la route de Bobrousk est la route du châtiment. Ici a bouillonné la chaudière de la mort, avalant dans une vengeance impitoyable tous ceux qui n'avaient pas déposé les armes et fuient vers l'ouest. Pour freiner l'avancée de leur adversaire, les Allemands mènent une politique de terre brûlée qui ravage les villes et détruit toutes les infrastructures. Mais rien n'entrave la cavalcade de l'armée rouge. Ni les ponts détruits, ni les milliers de mines posées par les Allemands. La progression est si rapide que le carburant manque. Qu'importe. Les soldats mélangent parfois vodka et gasoil pour faire avancer leurs tanks. Un caporal allemand écrit à son épouse: si les Russes poursuivent dans cette direction, il ne faudra pas attendre longtemps avant qu'ils ne soient sur le pas de ta porte. Des centaines de milliers d'Allemands sont tués ou capturés. Parfois, ils n'ont même pas 20 ans. Les redditions se multiplient quand ils en ont le temps. Les territoires libérés s'embrasent. Les populations délivrées ont tout perdu. Leurs biens, souvent leur foyer, parfois la vie. Pour fêter ce qui s'annonce comme l'une des plus grandes défaites de la Wehrmacht, Staline fait défiler à Moscou le 17 juillet 1944 60 000 prisonniers allemands. Trois ans auparavant, Hitler leur avait promis qu'il défilerait dans Moscou. Promesse tenue. Attaqué à l'ouest par les Anglo-Américains, à l'est par les Soviétiques, le Reich pourrait soudainement s'effondrer. D'autant qu'un coup terrible va être porté à sa tête. Persuadé de l'imminence de la défaite, un cercle d'officiers allemands veut éliminer Hitler pour pouvoir négocier avec les Alliés. Le 20 juillet, alors que le Führer se réunit avec son état-major, une bombe explose. L'attentat provoque d'immenses dégâts. Mais malgré la violence de l'explosion, Hitler, contre toute attente, a survécu. Il a perdu un tympan et un pansement lui bouche l'oreille, mais il est en vie. Tous n'ont pas cette chance. Plusieurs hommes qui se trouvent à ses côtés sont grièvement atteints et mourront des suites de leurs blessures. Le même jour, Benito Mussolini, qui règne encore sur la moitié nord de l'Italie, lui rend visite.
Encore commotionné du bras droit, Hitler lui confie « Duce, il y a quelques instants, une machine infernale a été lancée contre moi. » Quand Hitler lui montre les lieux de l'attentat, il lui avoue « La charge a explosé juste devant mes pieds. Il est évident que rien ne peut m'arriver. Je suis plus que jamais convaincu que la grande cause que je sers l'emportera, malgré tous les périls actuels. » Hitler interprète sa survie comme un signe du ciel, et Mussolini se garde de le contredire. Avant de partir, le Duce lui souffle. Après ce miracle, il est impensable que notre cause puisse connaître l'échec. Quand les Allemands apprennent que Hitler a survécu, ils pleurent de joie. Grâce à Dieu, le Führer est vivant, entend-on dans les rues de Berlin. Car en juillet 1944, bien des Allemands pensent encore que leur Führer représente le seul espoir de vaincre. Le soir même de l'attentat, le dictateur s'adresse à son peuple. Ein ganz kleiner Klüngel verbrecherische Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Es hat daher jeder Deutsche ganz gleich, wer er sein mag, die Pflicht, diesen Elementen nur sofort rücksichtlos entgegenzutreten, sie entweder sofort zu verhaften oder wenn sie irgendwo Widerstand leisten sollten, sofort niederzumachen. L'attentat a renforcé la tendance naturelle de Hitler à la paranoïa. Les opposants, réels ou présumés, sont traqués sans pitié. L'enquête est confiée à un dur. Le général-major Otto Ernst Remer. 5000 personnes sont arrêtées. Les conjurés sont presque tous interpellés. Des procès expéditifs suivent. Certains généraux, rutilant quelques semaines plus tôt, se présentent devant leurs juges dans des vêtements miteux, l'air sale et hagard. Erich Hoppner, ancien des campagnes de Pologne et de France. Le maréchal von Wisleben, ancien commandant en chef du front ouest. Privé de ceinture et vêtu d'un pantalon trop grand, il doit sans cesse le retenir de tomber. Nazi fanatique, le juge Freisler les couvre d'insultes. Il hurle si fort que les preneurs de son, chargés d'enregistrer cette parodie de justice, lui demandent de baisser le ton. La sentence est sans appel. Verräter an allem, wofür wir leben und kämpfen, werden sie alle mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Environ 200 personnes sont exécutées. Les bourreaux choisissent des cordes particulièrement fines pour prolonger l'agonie de leurs victimes. Parmi les conjurés, un cas à part, le maréchal Rommel. Légende de la guerre du désert, le conquérant de Tobrouk est un héros consacré. Révéler son rôle ternirait le prestige du Reich. Hitler ne lui laisse qu'une alternative, le suicide ou un procès public. Rommel opte pour le suicide, avec la garantie de voir sa famille épargnée. Le régime lui offre de grandioses funérailles nationales. Les Allemands ne savent rien. Officiellement, le renard du désert est mort des suites de ses blessures en Normandie. Suite à cette purge brutale, chaque Allemand tend à se radicaliser afin d'éviter d'être suspecté de tiédeur. Il faut montrer que l'on reste fidèle au Führer, jusqu'au bout. Dans l'armée, le Heil Hitler remplace le salut militaire traditionnel. Le régime place des hommes sûrs au poste de commande, à commencer par le chef des SS, Heinrich Himmler, nommé chef de l'armée de remplacement.
Il a désormais plein pouvoir sur 2 millions d'hommes. Goebbels, le ministre de la propagande, devient ministre plénipotentiaire du Reich pour la guerre totale. Satisfait de l'accroissement de ses pouvoirs, il confie à son journal: il a fallu une bombe sous son cul pour faire entendre raison à Hitler. L'attentat n'a pas brisé le régime. Au contraire, il l'a consolidé. Pourtant, de toutes parts, à l'est comme à l'ouest, les Alliés progressent. Au sud, à la mi-août, Français et Américains débarquent en Provence. Les GIs du général Patch et les soldats de la première armée française commandée par le général Delattre se lancent sur les routes du sud de la France. Aidés par les FFI, les forces françaises de l'intérieur, ils libèrent Marseille, puis remontent le sillon rhodanien. Mais ces images d'une Wehrmacht humiliée sont trompeuses. La grande majorité des soldats d'Hitler est parvenue à se replier. Plus de 400 000 d'entre eux gagnent le Reich et se préparent à défendre leur patrie. Loin du front, en Allemagne, les reportages projetés dans les salles obscures s'efforcent d'éclairer le quotidien. À l'été 1944, malgré les bombardements, alors que le Reich vacille, pour bien des Allemands, la guerre est encore lointaine. Les images témoignent de la douceur de vivre et du folklore débonnaire qui règne dans le pays. Les Allemands font encore confiance à Hitler. Comment en serait-il autrement, alors que le parti est omniprésent? La population est correctement ravitaillée, les usines tournent, les administrations fonctionnent, et le zoo de Berlin reste ouvert. L'été est magnifique, autant en profiter. La guerre? Quelle guerre? Pourtant, cette baignade filmée en août 1944 est celle de la ville de Dachau. À quelques kilomètres, le plus vieux camp de concentration d'Allemagne continue d'éliminer des déportés, arrêtés dans l'Europe tout entière. Car si l'Allemagne jouit du soleil de l'été, l'Europe occupée reste dans les ténèbres nazies. Le régime poursuit son entreprise d'anéantissement. Entre le 7 juin et le 9 juillet 1944, plus de 435 000 juifs hongrois sont envoyés à la mort. En août 1944, les fours crématoires d'Auschwitz ne parviennent plus à suivre la cadence pour détruire les cadavres. Les SS les brûlent dans des fosses à ciel ouvert. Alors même que les Alliés approchent de Paris, le 17 août 1944, un dernier convoi de déportés quitte l'Île-de-France pour les camps de la mort. Et pourtant, une semaine plus tard, le 25 août, Paris est libéré. Les Alliés ne pensaient pas aller aussi vite. Après 4 ans d'exil, le général de Gaulle ramène l'État chez lui. Les Américains, eux, se sentent chez eux. La 4e division d'infanterie défile glorieusement sous les vivas. Quand un soldat de l'armée américaine chez nous se promène sur les boulevards, pour bien se faire comprendre, il a de la peine, il se démène et pique son phare. Les Parisiennes se jettent au cou de leur libérateur. L'euphorie règne sur les visages et dans les cœurs. Oh là là, good morning mademoiselle. Oh là là, I go to l'opéra. Oh là là, je speak pas very well. Oh là là, c'est-il là ou pas là? En souriant, la petite Parisienne dit gentiment, justement je vais par là. Oh oh,
Beaucoup de GIs pensent que le plus dur est fait et que la défaite du Reich n'est plus qu'une formalité. Et c'est très bien comme ça. L'été promettait la victoire. L'automne annonce bien des déboires. Depuis le débarquement, le général américain Eisenhower se méfie du chef des troupes terrestres, le Britannique Montgomery, qui a multiplié les échecs en Normandie. Malgré ses déconvenues, Montgomery exige de diriger les opérations contre le Reich, en plaçant l'ensemble des forces anglo-américaines sous son commandement. Une exigence inacceptable pour Eisenhower. Pour éviter de confier à Montgomery toutes ses troupes, Ike divise ses forces en deux groupes. Le premier sera confié à Montgomery. Il attaquera par le nord, vers la Belgique et les Pays-Bas. L'objectif est de s'emparer du port d'Anvers. Ainsi, les armes, les chars, les munitions pourront être acheminés au plus près du front. Le second groupe, attribué au général américain Bradley, attaquera à l'est, en s'appuyant notamment sur les armées des généraux Patton et Simpson. Tout va très vite. Dès septembre 1944, les Britanniques de Montgomery poursuivent leur avancée et s'emparent de Bruxelles. Dans la capitale belge, la population s'abandonne à la liesse, comme Paris 10 jours plus tôt. Le lendemain, à Anvers, les vainqueurs capturent des centaines de prisonniers dont ils ne savent que faire. Le parc zoologique est recyclé. Si les autorités belges fêtent Montgomery, il a commis une erreur. Trop pressé d'envahir l'Allemagne, ses troupes ont conquis comme prévu le port d'Anvers. Mais Montgomery a oublié de nettoyer les îles et les berges qui commandent son accès. Elles sont tenues par des unités allemandes lourdement armées. Aucun bateau allié ne peut donc y accoster et ravitailler le front. Ce nouvel échec irrite Eisenhower. Et pour cause. Durant 2 longs mois, les troupes alliées vont devoir réduire la résistance allemande au cours de périlleuses opérations amphibies. Elles y laissent 13 000 hommes. Mais il en faut plus pour entamer la suffisance de Montgomery. L'Anglais veut prouver à Eisenhower ses talents de stratège. Même avec le commandement de la moitié des troupes qu'il réclamait, il réussira. Son objectif, franchir le Rhin le premier. Ce succès fera oublier ses échecs et éclipsera les victoires de son rival, le général Patton. Le général américain, grande gueule au pistolet à crosse d'ivoire, avait libéré ville sur ville, filant de la Normandie à l'est de la France. Montgomery le jalouse. Alors, dans un mouvement d'orgueil, il convainc un Eisenhower sceptique de lui donner tous les moyens. Son objectif, lancer une gigantesque opération parachutée à Arnhem, aux Pays-Bas. Nom de code, Market Garden. Le 17 septembre 1944, 20 000 parachutistes et 14 000 combattants, acheminés par des avions et 563 planeurs, s'envolent en direction de la Hollande. C'est la plus grande flotte de transport aéroportée que l'histoire ait jamais connue. Les parachutistes américains, britanniques et polonais sont droppés derrière les lignes allemandes pour s'emparer d'une série de ponts sur la Meuse, la Waal et sur le Rhin et éviter que les Allemands les détruisent. Une fois ces ponts sécurisés, des troupes terrestres pourront contourner par le nord les défenses de la ligne Siegfried et envahir le Reich. Montgomery est sûr de lui. Grâce à son génie, la guerre sera gagnée avant Noël. Malheureusement, la situation au sol se dégrade rapidement. Les centaines de planeurs se posent, mais certains s'écrasent.
Les zones de largage sont trop éloignées de leur cible. Mais surtout, Montgomery a négligé un détail. Les Allemands. Il s'empare d'un planeur et récupère du matériel et du ravitaillement. Plus embarrassant, ils y découvrent également le plan de l'opération qu'un officier a embarqué avec lui, au mépris des ordres donnés. Lorsque la 4e brigade est larguée en renfort, ces parachutistes se font tirer comme des perdrix par les Allemands qui les attendaient. Dans la ville d'Arnhem, 2 divisions Panzer se précipitent sur les parrains anglais et les assiègent. Au bout de 5 éprouvantes journées, les soldats de Montgomery doivent se rendre et les actualités allemandes exhibent leur prise de guerre. Für Sie ist die Operation Berlin, wie General Eisenhower dieses Unternehmen bezeichnet, zu Ende. Sie haben sich abermals damit abfinden müssen, dass der von Churchill für diese Tage festgesetzte Termin der deutschen Kapitulation nicht nur erneut auf unbestimmte Zeit vertagt werden musste, sondern niemals in Frage kommen wird. Au total, les Alliés perdent 17 000 hommes et ne libèrent qu'une partie des Pays-Bas. L'échec de l'expédition n'est que le début d'un drame terrible. Pour soutenir l'opération Market Garden, les cheminots néerlandais se sont mis en grève. En rétorsion, le commissaire du Reich bloque toute importation de produits alimentaires vers la Hollande occupée. Les files d'attente se multiplient devant des magasins d'alimentation presque vides. Dès octobre, la famine provoque des ravages. Des civils par milliers meurent de faim. Henri, alors âgé de 10 ans, se souvient. Rien n'était plus important que la nourriture. Je me levais le matin en pensant à la nourriture. Tout au long de la journée, nous parlions de nourriture. Et quand je me mettais au lit, affamé, je rêvais de nourriture. Les Hollandais subissent alors durant de longs mois ce qu'ils appellent l'Hunger Winter, l'hiver de la faim. Au moins 16 000 civils périssent. Pendant que Montgomery piétine en Hollande, les forces américaines de Bradley avancent. Début octobre, ces troupes atteignent Aix-la-Chapelle. Enfin, l'Allemagne est atteinte, mais non conquise. Les Américains exigent la reddition de la cité. En vain. Hitler a ordonné à ses troupes de défendre la ville, jusqu'à la dernière cartouche. La première US Army doit conquérir la ville rue par rue, quartier par quartier, maison par maison, dans de rudes combats. Je ne comprends pas, s'énerve un GI. Ils savent qu'ils vont très probablement se faire tuer. Comment se fait-il qu'ils ne se rendent pas? Après 19 jours de siège et 1000 GIs tués, la cité finit enfin par tomber. Les Allemands éprouvent pour la première fois ce qu'ont ressenti tous les peuples d'Europe lorsqu'ils fuyaient quelques années plus tôt, les hordes de la Wehrmacht. La prise d'Aix-la-Chapelle est un symbole. C'est la première ville allemande à tomber entre les mains alliées. Mais cette brèche dans le territoire allemand est loin d'annoncer la victoire. Les Anglo-Américains piétinent face à la résistance qu'opposent les Allemands. Montgomery a raté son opération aux Pays-Bas. Le port d'Anvers est toujours impraticable. Et le bouillant général Patton, qui rêvait de poursuivre sa chevauchée à l'Est,
a été privé de carburant. Mes hommes peuvent bien ronger leur ceinturon, mais mes chars ne peuvent avancer sans essence, hurle-t-il. Il est en panne sèche. Comble de l'ironie, une partie de son essence a été attribuée aux Britanniques. En bridant Patton, les Alliés n'ont pas su exploiter la décomposition du front occidental. Du coup, les Allemands ont pu reconstituer leur défense en s'abritant derrière le Rhin. Le front ouest est bloqué. La guerre terminée avant Noël? Ce rêve s'évanouit. La guerre va durer. Côté soviétique, l'opération Bagration est un succès. L'avancée a été impressionnante. Entre le 22 juin et le 31 août 1944, les offensives russes mettent 700 000 Allemands hors de combat. Les troupes du maréchal Zhukov ont parcouru 500 km en 5 semaines. Presque aussi vite que ne l'avaient fait les chars allemands dans l'autre sens en 1941. Les soviétiques approchent de Varsovie. Dans la ville, on entend déjà leurs canons qui grondent au loin. Radio Moscou appelle la population à se soulever. Persuadée d'être soutenue par l'armée rouge, l'armée secrète polonaise déclenche le 1er août l'insurrection. Ces combattants improvisés s'équipent comme ils le peuvent. Ils s'emparent de casques allemands, parfois d'armes, plus rarement de chars. Les premiers jours sont euphoriques. Dans la joie, des barricades se dressent dans tous les faubourgs. Chacun, à sa manière, participe au combat. Bientôt, les Polonais contrôlent des fragments de la capitale et leur drapeau flotte à nouveau sur quelques toits. Ces résistants héroïques se lancent avec fougue dans la lutte et délogent les combattants allemands. Les Polonais savent que les Russes sont là, tout près, de l'autre côté de la Vistule. Avec ce puissant allié, les insurgés n'ont rien à craindre. Mais dès le 4 août, les Allemands dépêchent des renforts. Leur mission, liquider le problème polonais, qu'importe la méthode. La ville est pilonnée, sans répit. Progressivement, les Allemands reprennent le contrôle de la cité et écrasent les insurgés. L'hôpital est incendié, les blessés exécutés. La résistance pourrait renverser l'équilibre si elle était soutenue. Mais l'armée rouge reste l'arme au pied. Pendant que des forces allemandes détruisent la ville, les troupes soviétiques bivouaquent sur les rives de la Vistule. Staline reste de marbre. Il n'intervient pas. Il refuse même un temps aux Américains et aux Britanniques le droit d'utiliser ses aérodromes pour ravitailler les insurgés qu'il livre au massacre. Son intérêt est double. Il doit laisser ses troupes reconstituer leurs forces après l'opération Bagration. L'intendance doit acheminer essence, armes, munitions, pièces de rechange jusqu'à cette nouvelle ligne de front sur la Vistule. Et dans le même temps, Staline laisse anéantir cette résistance polonaise non communiste
pour placer, quand il l'aura décidé, les communistes polonais au pouvoir. Les Anglo-Américains protestent, mais sans risquer de menacer leurs relations avec Moscou. L'alliance soviétique contre Hitler est à ce prix-là. L'insurrection de Varsovie se solde par un bain de sang. Quelques 220 000 civils et résistants sont morts. Après 2 mois de combats acharnés, les armes se taisent. Le général polonais Bor Komorowski signe la capitulation le 2 octobre. L'armée de la résistance se rend. Varsovie est à 85% en ruine. Les Polonais qui espéraient le soutien des Soviétiques craignent désormais de tomber entre leurs mains. Comme le chante un poète, nous t'attendons, peste rouge, pour nous délivrer de la peste brune. Pendant que l'armée rouge campe sur la Vistule, à l'ouest, les armées alliées ont enfin pu ouvrir le port d'Anvers, où le matériel se déverse. Les Américains ont atteint le Rhin. Le Reich est pris en tenaille. Mais malgré cette attaque sur 2 fronts, le régime nazi ne montre aucun signe d'effondrement. Bien au contraire. L'armée obéit aveuglément à son guide. En octobre, Himmler crée la Volkssturm, la tempête du peuple. Cette milice recrute les hommes qui ne servaient pas encore sur les drapeaux. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Großdeutschen Reiches Adolf Hitler bedingungslos treu und gehorsam sein werde. En un tour de main, le notaire de province, l'adolescent des campagnes ou le boulanger du village reçoit un lance-roquette pour défendre son Reich. Le peuple allemand fait encore bloc derrière son Führer. La raison. Depuis 12 ans, Hitler est le maître du pays. Son régime a endoctriné les Allemands. En 1944, le parti nazi compte encore 8 millions d'adhérents. Il n'y a pas une famille allemande qui n'ait un proche membre du parti. Pour ceux qui doutent, la propagande du Dr Goebbels exalte nuit et jour la supériorité du soldat allemand et affirme que la coalition alliée finira par se disloquer. Ces fables persuadent les Allemands qu'ils vaincront. En décembre 1944, voilà bientôt 5 mois que l'Allemagne résiste sur 2 fronts. Le Reich est blessé. Il saigne. Mais sur le plan économique, il intensifie ses efforts et mobilise ses usines, qui produisent tanks, avions, sous-marins, munitions. Faute de gagner la bataille de la quantité, les ingénieurs inventent des armes nouvelles. Chars miniatures télécommandés, destructeurs de tanks. Ou encore des sous-marins torpilleurs individuels. Mais surtout, Hitler nourrit de grands espoirs dans ce qu'il appelle les armes miracles. Les V1 sont des bombes volantes qui s'abattent sur Londres depuis le mois de juin et provoquent la mort de milliers de civils.
Les V2 sont les premiers missiles balistiques de l'histoire. Depuis plusieurs années, ils sont élaborés secrètement dans les usines du Reich. À l'automne 1944, ils sont enfin prêts. Ces véritables fusées peuvent transporter une tonne d'explosifs. Même si ces armes de représailles ont un impact limité, elles galvanisent les Allemands. Un jeune écrit « Nous ne parlons que des V2. Peut-être peut-on en tirer sur l'Amérique. Je suis certain que la victoire est à nous. » Cette réussite industrielle repose sur un homme, Albert Speer. L'architecte du Führer supervise cette réorganisation, qu'il présente comme un miracle. Car malgré les bombardements, la production d'armement augmente jusqu'en juillet 1944. Mais ce miracle bien profane porte un nom, l'esclavage. Le Reich exploite des millions de travailleurs. Les déportés, juifs, communistes, résistants, les requis, raflés dans tous les pays d'Europe. Les prisonniers de guerre, transformés en ouvriers. Près de 9 millions d'hommes et de femmes travaillent dans des conditions inhumaines pour le compte du Reich. L'industrie allemande peut ainsi soutenir l'effort de guerre. Le Reich va même s'offrir le luxe de passer de la défensive à l'offensive. Sur le front ouest, la division des forces alliées en 2 blocs a dégarni dangereusement le secteur des Ardennes. C'est là que Hitler se décide à frapper. Le 16 décembre, à la stupeur des Alliés, 1900 canons ouvrent le feu. Dès les premières heures, l'effet de surprise joue, au-delà des attentes de l'état-major allemand. Les Alliés imaginaient traquer une armée en déroute. Ils se retrouvent au cœur d'une puissante contre-attaque. Pour Hitler, c'est un coup de poker. Cette offensive pourrait stabiliser le front ouest, convaincre les Anglo-Américains qu'ils ne pourront jamais l'emporter, et peut-être, qui sait, les inciter à s'allier avec lui contre le diable bolchevique. Le Führer en est persuadé. La coalition Est-Ouest est contre nature. Des marxistes alliés à des capitalistes, quelle hérésie. Cette alliance s'effondrera. Les Allemands progressent, aidés par la météo. Le mauvais temps empêche l'aviation alliée d'intervenir. L'avancée est spectaculaire. Un lieutenant écrit à son épouse. « Tu n'imagines pas les heures et les jours de gloire que nous vivons aujourd'hui. Tout se passe comme si les Américains ne pouvaient résister à l'importance de notre poussée. » La 5e division Panzer capture près de 9000 GIs, dont beaucoup sont noirs. Belle prise pour la propagande nazie, qui martèle que l'US Army est composée de sous-hommes. La nouvelle se répand en Belgique, comme en Alsace, tout juste débarrassé de la peste brune. L'Allemand revient. Des civils qui venaient à peine de rentrer dans leur foyer reprennent la route de l'Exode. Tout en préparant les fêtes de fin d'année, les familles allemandes se félicitent de cette offensive. Quel beau cadeau de Noël, entend-on ici ou là. Les sondeurs de Goebbels notent « Les gens sont profondément heureux que nous ayons repris l'initiative, d'autant que personne ne s'y attendait. » Un soldat écrit à sa femme. La neige doit rougir du sang des Américains. Nous allons les jeter dans l'océan, les singes arrogants et forts en gueule du Nouveau Monde. Ils ne pénétreront pas dans notre Allemagne. Mais la détermination des combattants allemands se mue parfois en folie meurtrière.
car les troupes multiplient les crimes de guerre. Le 17 décembre, 69 prisonniers américains sont abattus par des SS. Quelques jours plus tard, dans la petite ville de Malmedy, 86 corps de GIs exécutés par la même unité SS sont découverts. Des civils belges, hommes, femmes, enfants, sont également massacrés. Sur les lignes américaines, le chaos règne. Pour ajouter à la confusion, des commandos allemands déguisés en américains s'infiltrent, inversent les panneaux indicateurs et multiplient les sabotages. Les GIs doutent de tout et de tous. Ils interceptent des véhicules et vérifient scrupuleusement les identités. Ils ont pour consigne de poser des questions typiquement américaines. Dans l'une des phases les plus critiques de l'hiver 44, la police militaire demande à chaque contrôle: qui est la fiancée de Donald? Comment s'appelle le chien de Roosevelt? Parfois, les espions sont capturés. Les troupes allemandes poursuivent leur percée. Elles assiègent la petite ville belge de Bastogne, point stratégique crucial pour la réussite de leur opération. 18 000 GIs défendent la place. Dans les rangs, le bruit court que les Allemands ne font pas de prisonniers. Les soldats américains vont redoubler de combativité. Mais la ville est rapidement encerclée par les panzers. Les troupes sont prises au piège. Alors qu'il préparait une offensive plus au sud, le général Patton est appelé à la rescousse. En plein hiver, il fait pivoter son armée de 90 degrés et remonte plein nord. Il fonce sur Bastogne. Il a promis à Eisenhower que cette manœuvre ne lui prendrait pas plus de 3 jours. Ses chars roulent nuit et jour, par une météo exécrable. Il n'avait pas prévu les routes verglacées. Pendant ce temps, à Bastogne, les GIs luttent contre les Allemands et la météo. Beaucoup meurent gelés dans leurs trous. Le 26 décembre, les Allemands lèvent les yeux horrifiés vers les cieux. Il ne neige plus. Aux flocons succèdent les bombardiers lourds de l'US Air Force, qui pilonnent les positions allemandes. Un peu plus tard, et comme il l'avait promis, la 3e armée de Patton opère la jonction avec les assiégés de Bastogne. Juste à temps. Le coup de poker d'Hitler a échoué. Le bilan humain est élevé. Côté allié, 80 000 hommes tués ou blessés. Côté allemand, 120 000. Au total, la bataille n'a fait que reculer l'échéance pour le Reich. Mais elle a soudainement dégrisé les Alliés. Ils ont compris une chose: l'Allemagne est toujours dangereuse. Au quartier général du Führer, l'inquiétude règne. Göring suggère à Hitler
de conclure un armistice. La guerre est perdue, explique-t-il. Hitler réplique. Je vous interdis de prendre une décision quelconque en la matière. Si vous enfreignez mes ordres, je vous fais fusiller. Hitler s'obstine. Nous ne capitulerons jamais. Nous pouvons sombrer, mais nous emporterons un monde avec nous. Malgré le recul des armées d'Hitler sur tous les fronts, 5 mois de guerre et de chaos vont être encore nécessaires pour s'emparer de Berlin et abattre le Troisième Reich. Bien qu'affaiblie, la bête n'est pas encore morte. Et les Allemands semblent prêts à suivre leur fureur, jusqu'au bout.